Comment expliquer les cycles climatiques dont on vient de parler? Alors, en fait, la périodicité de ces cycles a tout de suite fait penser à des variations de paramètres astronomiques ou de paramètres orbitaux. Ici, vous en avez 3 qui vous sont présentés sur ce document. Vous pouvez les voir plus détaillés peut-être dans votre livre si vous voulez. Grosso modo, ces variations sont cycliques, on peut les calculer dans le passé, on peut les calculer dans le futur aussi. Et là, vous avez le résultat de l'insolation, c'est-à-dire la quantité en gros d'énergie que nous envoie le Soleil, différentielle, c'est-à-dire par rapport à celle qu'il nous envoie maintenant dans le passé. Donc, en tenant compte de ces 3 paramètres orbitaux. Ici, vous avez donc la courbe dont on vient de parler, qui est en rouge, insolation différentielle. Alors, elle est calculée à 65 degrés nord le 21 juin. Et puis, au-dessus, on vous a mis le delta, les variations du delta au 18 pendant cette même période. Et on s'aperçoit qu'il y a une assez bonne corrélation. Quand on a une augmentation de l'insolation, eh bien, on a aussi une augmentation du delta. Ça veut dire, augmentation de delta, ça veut dire une augmentation de la température de surface. Idem, lorsque on a cette baisse là ici globale de delta, eh bien, on avait aussi une baisse de l'insolation. Si on regarde les détails, ça colle aussi. Ici, une augmentation de l'insolation qui est suivie d'une augmentation du delta, donc une augmentation de la température. Donc on pourrait se dire, ça y est, on a trouvé la cause de ces cycles. Mais en fait, des calculs ont montré que ça ne suffisait pas. Effectivement, il y a une corrélation entre ces variations d'insolation et les cycles climatiques, mais les amplitudes ne collent pas, les amplitudes de variation de température. C'est-à-dire qu'en fait, on enregistre des baisses de température plus importantes que le justifie ou ne pourrait le déclencher les baisses d'insolation observées. Chez d'autres facteurs pouvant influencer la température de la surface de la planète. Alors voilà les 2 principaux que vous avez à connaître. Tout d'abord, l'effet de serre, le plus connu peut-être. En résumé sur le schéma, en fait, le Soleil nous chauffe, nous envoie donc des radiations. Ça chauffe la surface du sol. Le sol réémet cette énergie sous forme d'infrarouge, mais avant de rejoindre l'espace, une partie des infrarouges est capturée par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, donc présents dans l'atmosphère. Ces principaux gaz sont l'eau, le CO2 et le méthane, la vapeur d'eau. Donc une partie des infrarouges capturés par ces gaz sont renvoyés vers la surface du sol. Ça veut dire que la basse atmosphère, en fait, ici, le sol, la surface de la planète, est chauffée à la fois directement par le Soleil, mais aussi par des infrarouges réémis par les gaz à effet de serre, par l'atmosphère. Donc l'effet de serre, il est vraiment dû à la présence d'une atmosphère et à la présence dans cette atmosphère de certains gaz, CO2, H2O et CH4. Sans effet de serre, là, avec ce que nous envoie actuellement le Soleil, si on n'avait pas donc d'atmosphère, sans effet de serre, la surface de la planète, il ferait moins 18 degrés au lieu de faire plus 15 degrés. L'albédo, lui, donc c'est un rapport entre l'énergie solaire réfléchie et l'énergie solaire incidente. Donc, ce que renvoie le Soleil divisé par ce qui est reçu. L'albédo de la Terre, il est marqué ici, voilà, il est autour de 30%. Donc en fait, ça veut dire que la Terre renvoie 30% de ce que le Soleil nous envoie. Donc 30% de ce que le Soleil nous envoie ne chauffe pas la surface de la planète. La Lune, par contre, vous voyez que son albédo est beaucoup plus faible. Elle ne renvoie que entre 6 à 8% des rayons solaires. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, il y a une partie des rayons qui est réfléchie par l'atmosphère. La Lune n'a pas d'atmosphère.
Et puis c'est aussi en fonction de la surface du sol et de sa couleur. Donc, par exemple, la neige renvoie plus de 80% des rayons solaires qu'elle a reçus. Donc la neige a un très fort albédo. Voilà, donc on peut considérer l'albédo au niveau d'une surface ou alors au niveau de la planète. Celle de la planète, donc c'est 30%. Parfois c'est exprimé, on n'a pas multiplié par 100, c'est 0,3 seulement. Alors, comment une variation de l'insolation pourrait amplifier ou diminuer, enfin modifier l'albédo, puisque c'est de ça dont il s'agit. On a vu que les variations de température s'expliquaient en partie par les variations d'insolation, mais qu'il fallait autre chose pour les amplifier. Alors, est-ce que c'est le cas de l'albédo? L'albédo de la Terre actuellement de 0,3, donc 30% de l'énergie reçue est renvoyée vers l'espace. Scénario qu'on va suivre, si l'insolation diminue, donc en raison des paramètres orbitaux, l'insolation baisse. Alors, la température de la surface terrestre va baisser. Ensuite, la surface, donc, conséquence, la surface des calottes glaciaires va augmenter. Donc, du coup, comme les calottes glaciaires sont blanches, l'albédo va alors augmenter. Donc, la température, si l'albédo augmente, la température va, normalement, si vous avez suivi, vous devriez nous dire donc que la température va baisser. Puisque donc l'albédo, c'est la quantité d'énergie renvoyée. Si la Terre renvoie plus d'énergie, eh bien, elle sera moins chauffée, sa température va baisser. Donc, si l'insolation diminue, la température de la surface de la Terre baisse, mais ça va faire augmenter l'albédo, et donc la température va encore baisser. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. C'est-à-dire qu'une baisse de température déclenche un phénomène qui, lui, va encore abaisser la température. On a bien une amplification de la modification de température, parce qu'on peut raisonner sur un autre scénario, à savoir une insolation qui augmente, et bien vous allez avoir une insolation qui augmente, ça va faire donc augmenter la température, et du coup, quand on raisonne avec l'albédo, vous pourrez le faire chez vous, eh bien on arrivera à une hausse de température. Donc là aussi, une amplification du phénomène. Quelle est l'influence d'une variation de l'insolation sur l'effet de serre? Alors, un paramètre à prendre en compte, c'est la solubilité du CO2. La solubilité du CO2, c'est sa capacité donc à passer d'une forme gazeuse à une forme liquide. L'atmosphère et les océans sont en équilibre. Enfin, le CO2 passe d'un compartiment à l'autre sans trop de problèmes. Et son passage donc de la forme gazeuse à la forme liquide, on le voit, dépend de la température de l'eau. Et on voit que plus la température de l'eau augmente, et moins la solubilité se fait, plus la solubilité du CO2 baisse. Donc voilà, bon, ça c'est, je passe pour résumer le cycle du carbone, on reviendra plus tard dessus. Quelle est l'influence donc d'une variation de l'insolation sur l'effet de serre? Est-ce que l'effet de serre va aussi amplifier les variations d'insolation? On sait que la température de l'eau des océans va dépendre de la température de surface, évidemment, de la planète. Donc, si l'insolation diminue, ça veut dire que la température de surface diminue, et donc que la température des océans diminue. La solubilité du CO2 va donc augmenter. La quantité de CO2 dans l'atmosphère va donc baisser. Or, on sait que le CO2 est un gaz à effet de serre. Donc, l'effet de serre devrait baisser. Ce qui entraînera une baisse de température. On a donc la même chose que pour l'albédo. L'insolation diminue, ce qui fait baisser la température. Ça modifie l'effet de serre, qui lui va encore faire baisser plus la température. On a également donc une boucle de rétroaction positive. Une baisse de température
modifie, alors ici ça fait baisser l'effet de serre, ce qui fait à nouveau baisser la température et donc amplifier la baisse de température initiale. Voilà, donc j'ai renoté la même chose que pour l'albédo, il y a bien amplification. Résumé de ça, alors je ne sais plus s'il est dans votre livre, mais je le trouve pas mal celui-là. Donc, explication des cycles climatiques. Au départ, initiation d'une modification par une variation de paramètres orbitales, enfin les paramètres orbitaux varient. Globalement, donc, l'insolation va soit baisser, soit augmenter. On est dans un certain stade, variation des paramètres. Imaginons qu'il y ait une augmentation d'insolation. Du coup, ça augmente la température des océans. Du coup, ici, comme ça va jouer sur la solubilité du CO2, il va y avoir plus de CO2 atmosphérique. Mais au niveau du volume des glaces, ça le fait baisser, puisque l'eau des océans est plus chaude, on a moins de glaces qui se forment et il y a plus de glaces qui fondent. Au niveau de l'albédo, l'albédo va donc diminuer. Si l'albédo diminue, eh bien ça va augmenter la température de surface des océans. Si le CO2 atmosphérique augmente, l'effet de serre augmente, ça va augmenter la température des océans. Donc en fait, une augmentation d'insolation diminue l'albédo et augmente l'effet de serre. Et ces deux conséquences ont pour conséquence elles-mêmes une augmentation de température. L'intensité de l'effet de serre devrait donc avoir varié au cours du temps. Comment est-ce qu'on peut le prouver? Les gaz à effet de serre, donc on sait que c'est le CO2, le méthane et l'eau. Comment savoir donc si ce pourcentage de gaz à effet de serre a varié dans l'atmosphère au cours du temps? Eh bien, on va reprendre nos glaces, des glaces dans l'Antarctique et au Groenland, et on va analyser au milieu de ces cristaux de glace des petites bulles d'air qui ont été emprisonnées, les petites bulles d'air de l'époque. Donc si on a un échantillon qui date de moins 100 000 ans, eh bien on a des petites bulles d'air qui datent de moins 100 000 ans. Donc on a pu reconstituer grâce à ça les variations donc, de GES et les gaz à effet de serre dans l'atmosphère du passé. Et voilà le résultat. Donc ce graphique, on l'a commenté la dernière fois lors de la classe virtuelle. Un grand classique à bien comprendre. Donc le temps, ici, donc l'âge des échantillons. Et puis, en général, on vous met plusieurs courbes. Alors, celle qu'on a vue déjà, c'est la température qui est en rouge, donc avec les cycles climatiques, diminution de température, remontée de température, diminution de température, etc. Et puis, elle se rajoute à cette courbe celle du CO2, variation donc du CO2 et variation du CH4 dans les petites bulles d'air emprisonnées de l'époque. Et on voit que disons que ça concorde et tout évolue dans le même sens. Donc on a bien une relation entre tous ces paramètres. Par contre, c'est difficile sur ce schéma de montrer qui est avant qui. Est-ce que quand on regarde à certains endroits, on a l'impression que c'est d'abord une augmentation de température qui déclenche l'augmentation de CH4 et de CO2, mais moi je ne m'aventurerai pas à conclure là-dessus. Sur ce document, il faudrait avoir des documents plus précis. En tout cas, ça colle avec l'idée et le scénario qu'on a donné,